Merci beaucoup à tous d'être présents aujourd'hui à ma soutenance de thèse. Thèse qui portait donc sur l'étude du déterminisme génétique du développement de la chair rouge et du brunissement en conservation. Donc cette thèse a fait l'objet d'un financement CIFRE, fruit d'une collaboration donc, entre l'entreprise IFO, qui fait de la sélection sur fruits à noyaux et fruits à pépins, et l'équipe de recherche VAEMA, qui travaille sur les marques épigénétiques chez les pommiers, à l'Institut de recherche en horticulture et semences à Angers. Donc pour rapidement vous introduire le pommier, il appartient à la famille des rosacées, plus précisément au genre Malus, qui comporte une quarantaine d'espèces, dont les représentants sont majoritairement diploïdes, avec 17 chromosomes, et pour lesquels on a aujourd'hui des données génomiques de bonne qualité. Et donc lorsqu'on parle de la pomme qu'on mange, du fruit, on fait référence à l'espèce, au fruit de l'espèce Malus domestica, donc pour lesquels aujourd'hui on connaît le processus de domestication. Donc il y a plusieurs origines sauvages et une succession d'événements d'hybridation interspécifique qui sont intervenus le long de la route de la soie ont abouti à l'apparition de Malus domestica. Et donc parmi ces parents sauvages, il y en a un qui nous intéresse tout particulièrement. Il s'agit d'une sous-espèce de Malus sieversi, Malus sieversini vietskana, étant donné qu'il porte le caractère dont on va beaucoup parler aujourd'hui, le caractère chair rouge. Et donc les individus de cette sous-espèce se caractérisent par un feuillage rouge, une floraison aux couleurs donc allant du rose au rouge, et donc des fruits à épiderme rouge et à chair rouge. Et cette couleur donc est due à l'accumulation d'anthocyanes dans la vacuole des cellules. Et donc oui, pour faire une distinction, lorsqu'on parle du fruit, donc pour la pomme en fait est un faux fruit, et donc le fruit en termes botaniques, il caractérise le trognon en fait. Et donc lorsqu'on parle de la chair du fruit, donc il s'agit d'un renflement du réceptacle floral. Donc c'est la partie qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, les anthocyanes appartiennent aux composés phénoliques. Elles se caractérisent par tout d'abord une anthocyanidine de structure C6, C3, C6. Vous avez une représentation ici de la structure chimique. Et donc les anthocyanes dans les cellules sont présents sous forme hétéroside, c'est-à-dire sous forme glycosylée, avec la présence d'un sucre. Et donc ces pigments sont responsables de nombreuses tonalités, donc rouge, allant du rouge, du violet et du bleu dans les plantes. Donc la couleur chez les plantes est généralement déterminée en mélange. Donc on va avoir tout un tas de phénomènes de copigmentation, dont des exemples très connus existent chez certaines espèces à fleurs, donc qui vont avoir des colorations bleues. Cette fois-ci, la couleur est due à une complexation des anthocyanes avec certaines molécules, donc des isoflavones et des ions métalliques. Un peu plus proche de nous, donc, dans le raisin, dans le cas du vin, lors de la vinification, la mise en contact des anthocyanes avec d'autres composés phénoliques vont aboutir à ce qu'on appelle des dérives chromatiques, et donc à altérer la couleur du vin. Et on a aussi tout un tas de facteurs biochimiques et environnementaux qui peuvent intervenir dans l'expression de la couleur des anthocyanes. Vous en avez un exemple ici, en bas à droite, donc de solution de cyanidine galactoside, qui est le pigment majoritaire chez la pomme. Et ce que l'on peut apprécier ici, je l'espère en tout cas, c'est que selon les variations de pH, on a toute une variation de couleurs, de gamme colorée. Donc la voie de biosynthèse des anthocyanes est aujourd'hui clairement identifiée. Elle est issue de la voie des phénylpropanoïdes et des flavonoïdes. Elle est commune à de nombreuses espèces végétales. Et donc ces précurseurs vont ensuite être stockés dans la vacuole. Et ce processus va faire intervenir de nombreux différents transporteurs, tels que les glutathione S-transférase et transporteurs ABC. Et cette voie de biosynthèse est tout d'abord régulée par évidemment l'expression des gènes structuraux qui vont coder pour les enzymes de cette voie, et aussi par différents mécanismes de régulation qui sont transcriptionnels, post-transcriptionnels ou encore épigénétiques. Et il y a un régulateur particulièrement important qui est le complexe MBW qu'on peut voir ici au centre du schéma. Il s'agit donc de l'association d'un facteur MIB, un facteur BHLH et une protéine WDR. Et la surexpression de ce complexe
va entraîner la surexpression de l'ensemble des gènes de la voie de biosynthèse. On parle donc de méta-activateurs de la voie de biosynthèse. Et donc chez les pommes, il existe un gène majeur qui contrôle le développement des hairs rouges, donc la biosynthèse anthocyanes. Il s'agit du MYB10. Une variation allique, donc qu'on appelle R6-MYB10, est responsable du développement des hairs rouges. C'est ce qu'on peut voir ici, hein, donc sur la partie gauche. Donc, il s'agit d'une répétition de type mini-satellite qui va se situer en amont du MYB10, causer sa surexpression et dans l'ensemble du tissu de la plante, et donc la surexpression de la voie de biosynthèse des anthocyanes. Le revers de la médaille, c'est qu'il est difficile, donc certaines plantes pommes à chair rouge présentent une maladie de conservation qu'on appelle brunissement en conservation, dont je vous parlerai plus tard et dont on peut apprécier ici un exemple visuel. Donc historiquement, les variétés à chair rouge ont tout d'abord servi à l'obtention de pommiers ornementaux. Vous avez un exemple sur la partie gauche de la diapositive. Donc, le caractère chair rouge a été utilisé donc, pour l'obtention de pommiers donc, à feuillage rouge, mais aussi avec tout un panel de floraison allant du rose au pourpre. Plus récemment, ces variétés ont aussi été utilisées dans l'obtention de cidre rosé pour apporter donc la couleur au cidre. Et donc, l'objet de notre thèse aujourd'hui, comme variété à dessert, avec l'apparition de variétés à chair rouge, dites pommes à couteau. Et donc, chez IFO, le programme Chair Rouge débute en 2004, mais l'héritage de Daiva, donc qui date même de croisement qui date d'avant ma naissance, hein, et qui avait pour but de répondre à un besoin de renouvellement des variétés, notamment d'un point de vue esthétique aussi, mais aussi nutritionnel, étant donné qu'on connaît les bénéfices sur la santé que présentent les anthocyanes. Et donc, ces programmes de recherche ont abouti aux premières variétés commercialisées sous le nom de marque qui s'appelait en 2017. Et donc, ce que font les breeders dans les schémas de sélection pour l'obtention des pommes à chair rouge, ils utilisent des génotypes à chair rouge qui vont croiser avec des variétés élites pour apporter dans la descendance le caractère chair rouge et le combiner avec toutes les caractéristiques organoleptiques qu'on peut attendre des variétés modernes. Au stade plantueux, ils vont sélectionner, vous avez une image ici, hein, ils vont sélectionner seulement les feuillages rouges, étant donné que ça va être le marqueur phénotypique de la présence de cette allée, R6-MYB10. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'une fois en verger, donc les hybrides, malgré la présence donc, de cette allée de la chair rouge, on observe beaucoup de variations dans l'intensité de la pigmentation et aussi dans sa distribution chez les hybrides à chair rouge. Et donc, l'objectif de ma thèse était de compléter le modèle génétique associé au développement de la chair rouge afin de développer de nouveaux marqueurs pour améliorer la sélection sur ce caractère et atteindre des valeurs phénotypiques plus élevées en sélection. Donc, quelques études de cartographie avaient déjà été menées sur ce caractère. Une première étude avait été menée sur une seule famille en ségrégation, en utilisant comme caractère phénotypique la concentration totale en anthocyanes. Une autre étude plus récente avait été menée, donc, cette fois de génétique d'association, avait utilisé comme notation phénotypique une échelle de notation discontinue. Et donc, un des postulats de cette thèse était que l'utilisation de valeurs quantitatives permettrait d'améliorer la puissance de détection des QTL associés à la couleur. Donc, notre approche était de tout d'abord être capable de phénotyper les caractères d'études de manière quantitative pour améliorer la puissance de détection des QTL et avoir une meilleure compréhension de l'effet des allèles identifiés sur les mécanismes qui influencent la biosynthèse et la dégradation des composés phénoïques. Et donc, on a appliqué cette approche à 3 caractères. Tout d'abord, le caractère chair rouge, donc l'intensité de coloration, et les motifs de pigmentation, dont je vous parlerai un peu plus tard, et aussi brunissement en conservation. Pour cela, on a utilisé 5 familles d'hybrides interconnectés, donc qui possédaient des parents et des grands-parents communs. Donc, 4 familles ségrégées pour le caractère chair rouge, c'est-à-dire posséder un parent à chair rouge et un parent à chair jaune, et une famille possédait 2 parents à chair rouge.
Donc cela représentait un total de 450 hybrides qui étaient présents donc sur le site IFO et qui avaient été sélectionnés, comme je vous l'ai présenté précédemment, pour le feuillage rouge et la résistance à la tablure. Donc on a pu suivre ces arbres, récolter et phénotyper les fruits sur 3 années, donc de 2021 à 2023. Donc la première question qui s'est posée assez rapidement pendant ma thèse, c'était de comment pouvait-on décrire finalement quantitativement les variations colorées qu'on observait chez ces hybrides. Étant donné que ici vous avez un exemple visuel de quelques coupes de pommes à chat rouge, la première chose qu'on peut voir, c'est que la distribution de la pigmentation est hétérogène. Comment peut-on être capable d'estimer cette pigmentation? Et aussi le fait que les variations de coloration sont continues entre les hybrides, donc que ce soit au sein d'un même fruit ou entre les hybrides. Donc pour cela, on a utilisé l'analyse d'image RGB. On prenait comme image de départ donc, des sections de fruits transversales. L'image RGB que vous voyez ici comme exemple était ensuite convertie dans un autre espace colorimétrique, espace LAB, qui permettait une meilleure description de la couleur, notamment grâce à deux paramètres, donc le paramètre A, qui donnait variation de couleur allant du vert au rouge, ce qui tombait bien dans le cas de quand on travaille sur la pomme, et aussi le paramètre B, qui donnait les variations colorées allant du bleu au jaune. Et la combinaison de ces deux paramètres, A et B, permettait d'estimer la teinte. Et donc, étant donné qu'on travaille sur des surfaces hétérogènes, on a utilisé des descripteurs tels que la moyenne et l'écart type afin d'estimer donc une valeur pour ces deux paramètres. Et donc, c'est ce que l'on peut voir ici. Hein, donc, chaque point représente un hybride à chat rouge. On peut voir que tout d'abord, en abscisse, grâce à l'utilisation de la moyenne de A comme descripteur d'intensité de coloration, on était capable donc, de décrire les variations d'intensité. Donc, si on regarde de gauche à droite, hein, avec les hybrides à gauche qui vont présenter des colorations faibles, jusqu'aux hybrides ici à droite qui vont être rouge foncé. Et si on regarde cette fois sur l'axe des ordonnées, dans l'écart type encore du paramètre A, on était capable cette fois de décrire l'hétérogénéité de pigmentation. Donc si on regarde les valeurs faibles, il s'agissait de fruits avec une coloration diffuse, que ces fruits soient jaunes ou rouges. Plus on augmentait donc les valeurs sur cet axe, plus on observait l'émergence de motifs de pigmentation. On a ensuite essayé d'associer ces descripteurs colorimétriques à des facteurs biochimiques. Étant donné qu'il y a aussi des choses que nous ne voyons pas, on sait qu'il existe une forme pigmentaire majoritaire à hauteur des 3/4 du contenu pigmentaire qui est la cyanidine galactoside chez la pomme. Mais d'autres composés phénoliques sont aussi déterminants de la qualité du fruit, que ce soit d'un point de vue nutritionnel, organoleptique et aussi d'un point de vue conservation, ce qui pourrait être vraiment très intéressant dans le cas du brunissement en conservation. Et aussi, ces composés phénoliques peuvent moduler l'expression de la couleur, ce qui nous intéresse ici. Par les mécanismes que je vous ai présentés en introduction, de copigmentation, où on a l'hétéran et la réactivité du synthésable. Donc on a tout d'abord identifié les formes simples majoritaires dans nos composés, pour ensuite doser ces 10 composés qui sont représentés sur le schéma, sur la boîte de synthèse à droite, donc par UPLC UV, sur 2 années de récolte, ce qui représentait un total de 900 échantillons. Pour ces échantillons, on a aussi estimé la teneur en eau et le pH. On a ensuite essayé donc de modéliser les variations de teinte par régression partielle des moindres carrés partiels, en utilisant comme variable réponse les valeurs de teinte et comme prédicteur les facteurs biochimiques. Donc ce qu'on voit sur le graphique ici, hein, c'est en ordonnée les valeurs de teinte mesurées, donc on a mesuré avec l'analyse d'image, en abscisse les valeurs de teinte prédites. Et ce qui est intéressant ici, lorsqu'on regarde l'importance de chaque prédicteur dans notre modèle, c'est que comme on pouvait s'y attendre, les anthocyanes donc le facteur biochimique le plus important dans notre modèle, mais d'autres facteurs biochimiques interviennent, tels que les flavanols, les flavonols et aussi le pH. Et lorsqu'on s'intéressait à chaque paramètre, donc le paramètre A et B que je vous ai présenté tout à l'heure, ce qui était intéressant ici, c'est que pour le paramètre A, donc, qui va correspondre à l'intensité de coloration et teneur en flavanols et en flavonols, influencerait aussi l'intensité de pigmentation, ce qui pourrait mettre en lumière des phénomènes de copigmentation dans le fruit.
mais aussi pour le pH, donc, qui était associé aux variations du paramètre B. Le pH influerait sur la couleur, et donc des faibles variations de pH pourraient influencer l'expression de la couleur. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien connu des peintres, hein. Vous avez un exemple ici. Donc, à teneur pigmentaire égale, l'ajout d'un peu de bleu sur le carré de droite, tiens, va rendre le rouge plus profond. Et donc, à teneur en anthocyane égale, la coloration, intensité de coloration va pouvoir paraître plus foncée. Donc, une fois qu'on avait ensemble de ces données de phénotypage, le but était ensuite d'associer celles-ci à des facteurs biochimiques, à des facteurs génétiques, pardon. Donc, pour ce qui est des données de génotypage, donc on a utilisé 5 familles d'hybrides interconnectés et les ascendants. Grâce à une collaboration avec l'équipe Respom, on a pu remonter, donc utiliser des données de pénigré fournies par IFO et remonter jusqu'aux parents sauvages, Malus siversini vietcana. Et donc pour l'ensemble de ces individus, on a acquis les données à l'aide d'une puce, de la puce SNP 20K. Après de nombreuses étapes de curation, mon protocole de curation est décrit dans cet article. J'ai sélectionné un sous-ensemble de 4220 SNP que je considérais robuste, qui couvrait de façon homogène les 17 groupes de liaison. Et ces SNP ont été regroupés donc en 1108 haploblocs, en gardant une règle, c'était qu'un haplobloc ne pouvait pas excéder 1 cm. Donc pour ce qui est des traits phénotypiques, on a utilisé un modèle BLUP pour corriger nos moyennes phénotypiques, et donc tenir compte seulement de la part génétique. Et on a calculé donc la répétabilité de chacun de nos caractères. Et donc pour la détection de QTL, on a utilisé des approches basées sur les pédigrés via des simulations basées sur les chaînes de Markov, MCMC. Donc cette simulation est implémentée dans le logiciel FluxQTL. Et donc il teste un modèle additif biallélique avec ici vous avez deux allèles, grand Q qui va être associé à un allèle qui va avoir un effet favorable sur la valeur phénotypique, petit q qui à l'inverse va avoir un effet défavorable. Et donc on a un exemple ici, hein, donc ici avec deux groupes de liaison, le groupe de liaison 4 et 9. Lorsqu'on suit donc de gauche à droite, c'est les étapes de simulation dans la chaîne MCMC. Et ceci va nous donner en sortie donc la probabilité de présence ou non d'un QTL, donc l'intensité de signal. Et ce qui va nous permettre de trancher, donc ça va être l'utilisation du facteur de Bayes comme choix de modèle entre la présence ou l'absence de QTL. Avec ces méthodes, on a détecté un total de 24 QTL associés aux descripteurs colorimétriques, donc A et B, mais aussi aux facteurs biochimiques, donc qui est teneur en composés phénoliques et le pH. Et donc pour l'intensité de coloration, on a identifié 6 QTL qui sont représentés sur le tableau à gauche, dont 2 QTL majeurs sur le groupe de liaison 9 et le groupe de liaison 16, sur lequel maintenant je vais m'attarder. Donc on a aussi regardé la co-utilisation entre ces QTL, donc entre les descripteurs colorimétriques et les facteurs biochimiques. Donc pour le groupe de liaison 9, l'interprétation était assez aisée, étant donné que ce QTL co-localisait tout d'abord avec MIP10, et on détectait celui-ci seulement dans une seule famille, la famille avec les deux parents à chair rouge. Donc en fait, ici, il s'agissait de ce qu'on peut voir en dessous, hein. Il s'agissait des homozygotes R6M10, MIP10, pardon, qui présentaient des valeurs phénotypiques significativement supérieures en comparaison aux hétérozygotes. Donc pour le groupe de liaison 16, cette fois-ci, on a identifié 3 haplotypes. Donc 2 haplotypes qu'on a nommés H16 grand A et H16 petit a, qui étaient liés à une accumulation majoritaire d'anthocyanes, et un autre haplotype H16 grand F, qui était lié à une accumulation majoritaire de flavane-3ol. C'est ce qu'on peut voir sur ce graphique, hein. Lorsqu'on regarde donc en ordonnée les valeurs donc pour les teneurs en anthocyanes, en abscisse les valeurs de teneur en flavane-3ol, et donc chaque point représente un génotype. Et ce que l'on voit bien ici, c'est que les individus qui vont posséder les haplotypes H16 grand A ou H16 petit a vont avoir tendance à accumuler majoritairement des anthocyanes et moins de flavane-3ol. Et inversement, ceux qui vont posséder haplotype H16 grand F vont avoir tendance à accumuler plus de flavane-3ol. Et donc en fait, c'est ce qui nous a éclairé l'importance de la
compétition entre la synthèse en Fe23 et en anthocyane comme déterminante de la coloration finale. Vous avez ici les diplotypes que je vous ai présentés précédemment. Donc, les individus qui sont H16 grand A, H16 petit a ou H16 petit a, H16 petit a présentent des intensités de coloration qui sont statistiquement supérieures comparées aux diplotypes qui vont posséder l'haplotype H16 grand F. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce QTL est colocalisé avec un gène codant pour la leucoanthocyanine dictase, que l'on voit ici au niveau de la voie de biosynthèse qui a été entourée, et donc qui va catalyser la synthèse d'un précurseur commun entre les anthocyanes et les flavanols en monomère de flavanols. Donc l'avantage de ces approches basées sur le pédigré, c'est qu'on a pu suivre la transmission des haplotypes. Et donc là, ce qu'on peut voir ici, c'est si on regarde Malus Siversini Vietskiana, donc qui était R6 R1 1010, étant donné que c'est l'origine de la chair rouge. Mais par contre, au niveau du QT sur le groupe de liaison 16, il était H16 grand F, H16 grand F. Et au moment d'un croisement donc avec un parent qui est encore aujourd'hui inconnu à chair jaune, on a eu transmission de cet haplotype H16 grand A, donc qui provenait du parent à chair jaune, dans le descendant Geneva. Donc qui lui était R6 1010, R1 1010, grand A petit f. Donc là, bon, c'est que des photos. Je vous laisse quand même apprécier la différence de coloration. Et ce qui était très intéressant ici, c'était que le choix du parent finalement à chair jaune était vraiment primordial dans la coloration, étant donné qu'il pouvait transmettre des allèles favorables pour cette coloration. Donc c'est important aussi de garder à l'esprit, hein, évidemment, c'est que l'utilisation d'autres franges génétiques permettrait aussi d'identifier de nouveaux allèles favorables ou défavorables au développement des hachets rouges. Encore récemment, là, cet article date de juin 2024. Donc là, ils ont utilisé ici une famille en ségrégation dont les parents sont inconnus. Ils ont été capables, encore une fois, d'identifier un allèle favorable à l'intensité de coloration qui serait un allèle de WRK-Y10. Donc, j'ai passé avec Sylvain, technicien d'équipe, on a passé beaucoup de temps dans la verger. J'ai fait compte, on a découpé plus de 20 000 pommes. Et donc, j'avais certaines suspicions sur lesquelles on a voulu travailler. Ici, vous avez un exemple de 4 génotypes et donc des scans sur 3 années. J'avais le sentiment, en tout cas, que la distribution de la pigmentation n'était pas aléatoire et donc elle pouvait être contrôlée génétiquement. Donc, c'est ce qui correspond finalement à cette part de la variation phénotypique qu'on avait été capable de décrire, mais qu'on n'avait jamais encore étudiée. Donc la première question était de savoir s'il était possible d'identifier des facteurs génétiques associés à l'émergence de motifs de pigmentation dans le fruit. Car lorsqu'on s'intéresse aux espèces modèles, hein, il y a beaucoup de systèmes qui ont été étudiés chez les espèces à fleurs, notamment avec les espèces du genre Mimule, qui sont des vrais modèles dans les systèmes d'activation et de répression de la synthèse d'anthocyanes. La régulation spatiale de la pigmentation est toujours contrôlée donc, par des systèmes d'activation-répression, comme je l'ai dit, et qui font intervenir à chaque fois le complexe MBW. Et donc pour cela, on devait être capable tout d'abord de phénotyper les motifs de pigmentation. Donc pour cela, j'ai écrit un autre script d'analyse d'image qui utilisait comme image d'entrée les mêmes images RGB que j'avais générées pendant ma thèse, mais cette fois-ci qui réalisait une segmentation de l'image en disque pour obtenir la coordonnée, la donnée spatiale, et qui convertissait ensuite ces disques, donc RGB, notamment dans l'espace colorimétrique A, afin d'estimer la densité, donc les histogrammes liés aux paramètres A. Donc on a fait ça pour chaque image, pour chaque génotype, et une fois qu'on avait l'ensemble de ces données, on a pu utiliser des méthodes multivariées, comme les ACP, afin de décrire la variabilité sur ces densités. Et donc, ce qu'on voit ici, hein, donc ici encore, les points représentent l'ensemble de nos génotypes. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que le maximum de la variance, comme on pouvait s'y attendre, était corrélé donc, à l'intensité de coloration. Donc, encore une fois, lorsqu'on regarde de gauche à droite, donc on part de génotypes donc, qui vont être peu colorés. Et donc, plus les valeurs vont augmenter sur cette composante, plus on va observer des génotypes avec une intensité de coloration forte. Et donc cette fois-ci, par contre, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'il y a la deuxième composante
est quant à elle liée à la distribution de la pigmentation. Donc, ce qu'on voit ici, hein, des valeurs faibles associées à des génotypes qui présentaient une coloration homogène. Et plus on augmentait de valeurs sur cette composante, plus on observait l'émergence de motifs de pigmentation. Donc, je vous ai présenté là, sur la partie droite de cette diapositive, hein, des exemples visuels. Donc, encore une fois, hein, de gauche à droite, cela correspond donc au score sur la composante 1, qui est plutôt corrélé donc, à l'intensité de coloration. Et donc, ce qu'on voit ici, hein, c'est les scores de bas en haut sur la composante 2. Donc, on voit bien, plus on augmente en termes de valeur, plus on observe une coloration hétérogène. Et donc, cette méthode nous a permis tout d'abord de décorréler l'intensité de la distribution de pigmentation. Et on a pu utiliser ces scores comme valeur phénotypique. Et donc, notamment à deuxième dimension, comme trait phénotypique du motif de pigmentation. Et donc oui, on a utilisé seulement un sous-ensemble de génotypes. Hein. On a utilisé seulement ceux qui ne possédaient pas l'haplotype H16 grand F que je vous ai présenté précédemment, étant donné que, donc là j'ai mis une phrase, le motif ne peut exister sans la couleur. En fait, cela signifie que donc des génotypes peu colorés pourraient posséder des effets favorables au motif de pigmentation, mais qui ne s'exprimeraient pas sans interaction avec des effets favorables à la coloration. Tout d'abord, ce qui était un vrai résultat, c'est qu'on a pu prouver que les motifs de pigmentation étaient contrôlés génétiquement, et on a aussi été capable de détecter un QTL majeur sur le groupe de liaison 8, donc avec une PVE de 20%. Et lorsqu'on s'est concentré sur ce locus, on a identifié 5 haplotypes. Et lorsqu'on a analysé les haplotypes, on s'est rendu compte qu'il existait des AF favorables au développement de motifs de pigmentation. Ce que vous pouvez voir ici, donc, avec les diplotypes H811, H811. Donc, au niveau de cette région QTL, on a identifié qu'il existait 724 gènes avec 2 MIB, donc, qui seraient des potentiels gènes candidats. MIB 44, qui est déjà décrit dans la littérature, qui est plutôt associé à l'accumulation de mallates, mais qui a été identifié comme intervenant dans la synthèse anthocyaine chez une autre espèce de malus, et aussi un MIB qui n'est pas encore décrit. Donc ça nous mettrait sur la piste peut-être de l'identification d'un nouveau système d'activation-répression de la synthèse d'anthocyanes. Donc on a ensuite essayé de voir si ces facteurs génétiques étaient liés à un différentiel d'expression, si ces motifs de pigmentation, pardon, étaient liés à un différentiel d'expression de certains gènes clés au sein d'un même tissu. Étant donné que les pommes à chair rouge, donc c'était postulé de départ, hein, ce qu'on pouvait observer de manière empirique, elles étaient entièrement rouges après nouaison, et donc les motifs de pigmentation apparaissaient au cours du développement du fruit et étaient stables jusqu'à maturité. Une analyse comparative donc des tissus, on a ciblé donc 84 jours après floraison. Il s'agit du stade où on observait l'apparition de chair jaune dans les fruits qui étaient entièrement rouges au départ. Et du coup, on a échantillonné donc les parties de chair blanche et parties de chair rouge pour comparer tout d'abord donc l'accumulation en composés phénoliques et teneur en composés phénoliques, mais aussi comparer le transcriptome et le mythiome. Donc pour ce qui est des gènes différentiellement exprimés, on a identifié plus de 2000 gènes différentiellement exprimés, dont 26 qui appartenaient à la voie de biosynthèse des anthocyanes. C'est donc ce qu'on peut voir ici, hein, ici représenté à la voie de biosynthèse des anthocyanes. Le code couleur correspond donc au différentiel d'expression. Donc plus on va être vers les tonalités violettes, plus il va s'agir de gènes surexprimés dans la chair rouge, et inversement des tonalités jaunes qui correspondront à une surexpression dans la chair jaune. Et donc, ce qu'on voit ici, hein, ce qui est assez clair hein, quand on regarde les couleurs, c'est qu'il y avait une surexpression de l'ensemble des gènes de la voie de biosynthèse et aussi des méta-activateurs, donc du MIB10 et d'un facteur BHLH, donc de la synthèse anthocyaine. Par contre, pour ce qui était de la charge jaune, on observait une réduction de la capacité du stockage, du transport et de la stabilité des anthocyanes, notamment avec un différentiel d'expression au niveau d'une GST qui apparaissait comme un facteur clé dans le transport des anthocyanes, et aussi donc une augmentation du pH, donc avec des valeurs plus élevées dans la chair blanche,
et aussi une augmentation du catabolisme des composés phénoliques. C'est ce qu'on peut voir ici. Ici, c'est des gènes, donc des VACase, polyphénoloxydase et peroxydase, qui vont intervenir dans la dégradation des composés phénoliques et qui étaient donc plus exprimés dans la chair jaune. On va ensuite essayer de voir si ces différences d'expression étaient liées à des mécanismes épigénétiques. Donc pour cela, on a considéré donc une DMR avec un différentiel de méthylation donc, supérieur à 25%. On a identifié 1320 DMR, dont 2 qui étaient à proximité des gènes de la voie de biosynthèse antociane. Donc ce que je vous ai représenté ici, hein, avec donc 2 gènes, et notamment la GSTU22, qui présentait une DMR à proximité. Et donc ces mécanismes-là nous ont fait penser, lorsqu'on s'intéresse un peu dans la littérature, à des mécanismes hein, qu'on appelle de décoloration, de color fading. On peut voir d'un point de vue développemental, que ce soit chez les fleurs de pommier, et aussi au niveau de l'épiderme du fruit. Et donc, ça ne va pas être des phénomènes d'activation ou de répression, mais cette fois-ci plutôt des phénomènes liés au catabolisme des anthocyanes qui vont intervenir dans les différences de coloration. Et donc, ces résultats nous éclairent en tout cas sur la coexistence sûrement de 2 mécanismes de régulation. Des phénomènes d'activation-répression qui pourraient intervenir dans la régulation de la synthèse anthocyane, mais aussi des mécanismes liés au métabolisme associé à la stabilité biochimique des anthocyanes. Et donc ces mécanismes seraient aussi modélés par un ensemble de facteurs développementaux et environnementaux qui interviendraient tout au long du développement jusqu'à la maturation du fruit. Donc maintenant, je vais vous parler du brunissement en conservation. Donc, à la littérature, il y avait assez peu de choses sur ce brunissement qu'on observait chez les pommes à chair rouge. Ce qu'on savait en tout cas au départ, c'est qu'il apparaissait donc, durant le stockage sur des fruits intacts. Donc ça se manifestait, vous avez des exemples visuels ici, hein, par des taches brunes au niveau de la chair, causées par une augmentation de la production d'étienne, qui pourrait conduire à des phénomènes de maturation de sénescence précoce. Il pourrait être aussi causé par des blessures dues à une exposition à des températures extrêmes ou encore des réactions enzymatiques, comme on connaît chez les pommes à chair jaune. La première question était de savoir si on pouvait utiliser encore une fois l'analyse d'image pour estimer l'intensité de ces symptômes causés par le brunissement. Pour cela, on a utilisé on a suivi des fruits en cinétique, donc avec 2 points de mesure, à 2 et 4 mois après récolte. Et on a mesuré donc l'occurrence du brunissement, c'est-à-dire le nombre de fruits bruns par rapport au nombre de fruits non bruns, sur 5 fruits. Et on a mesuré donc l'intensité, c'est-à-dire la surface des symptômes par analyse d'image, étant donné que les approches colorimétriques étaient limitées ici, étant donné qu'on avait toute une variabilité de teinte brune. Donc, on a acquis des images donc RGB, nos fruits bruns, un peu de la même manière que précédemment. Et cette fois-ci, on a utilisé donc des méthodes de machine learning, d'apprentissage supervisé, pour être capable de segmenter donc nos fruits selon la présence de chair jaune, de chair rouge et de chair brune. Donc c'est ce qu'on peut voir ici. Hein. Donc en jaune, cela correspond à la chair jaune. En bleu, ça correspond à la chair rouge, et en rouge, à la chair brune. Et donc on a entraîné ces modèles sur un certain nombre d'images, sur 15 images, et on a ensuite réalisé cette segmentation de manière automatisée sur plus de 2000 images. Et donc le ratio, on a calculé ensuite à l'aide du logiciel Fuji, le ratio de tissu brun qui correspondait donc au ratio, enfin à la proportion de tissu brun sur la proportion de tissu brun et de tissu rouge. Et c'est cette valeur qu'on a utilisée donc pour la détection de QTL. On s'est donc ensuite posé la question de s'il était possible d'identifier des facteurs génétiques associés au brunissement dans le fruit. Donc on a identifié un total de 7 QTL qui étaient liés au brunissement. D'abord, ce qu'on pouvait voir ici, hein, c'est qu'il était difficile de décorer le brun et le rouge, ce qu'on craignait au départ, étant donné qu'on a identifié 2 régions qui colocalisaient, que ce soit pour la chair rouge et pour les caractères liés au brunissement, donc qui sont représentés ici hein, sur le groupe de liaison 1 et sur le groupe de liaison 9.
Et par contre, ce qui était encourageant, c'est qu'on a identifié un QTL, une région QTL qui était seulement associée au brunissement en conservation, qui était située sur le groupe de liaison 10, avec une PVE aux alentours de 18%. Donc, lorsqu'on s'est intéressé aux haplotypes au niveau de cette région QTL, on a été capable d'identifier donc des haplotypes liés à une certaine tolérance au brunissement, ce que l'on voit sur le graphique de droite. Hein. Donc, les valeurs ici correspondent à l'occurrence, donc le ratio de fruits bruns par rapport au ratio de fruits total. Et ce qu'on voit ici, hein, donc, c'est que les diplotypes H10-3, H10-3 ont tendance à être plus tolérants au brunissement en conservation. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que cette région QTL est co-localisée avec une région qui contenait de nombreux gènes codant pour des polyphénols oxydases. Donc, c'est l'enzyme qui va être responsable de la dégradation des composés phénoliques en composés bruns. Et c'est ce que l'on peut voir typiquement lorsqu'on découpe une pomme et qu'on la laisse s'oxyder à air libre. Donc, ceci nous renseigne tout d'abord sur le fait que le brunissement en conservation chez les pommes à chair rouge pourrait être aussi causé par des réactions enzymatiques qui interviendraient dans la dégradation donc, des composés phénoliques par les PPO. Et donc, la structure des fruits pourrait aussi, et son évolution durant la conservation, pourrait aussi influencer le brunissement enzymatique en mettant en contact donc, ces enzymes, hein, les PPO, avec leur substrat, donc les composés phénoliques, que ce soit les anthocyanes comme les autres composés phénoliques. Donc ensuite, on s'est posé la question de savoir si c'était possible d'évaluer de manière non invasive, donc en cinétique, hein, en suivant la conservation du fruit, le brunissement. Donc si on était capable de détecter. Et donc on a utilisé une méthode basée sur des données acoustiques. Hein. Donc on a utilisé pour cela un système qui a été développé par Aweta, qui est utilisé chez Amang pour mesurer la fermeté. Et donc on voit, on a une représentation ici. Et donc c'est une sollicitation mécanique hein, à l'aide d'un petit marteau là, qui va générer un son qui va ensuite être capté par un microphone qui est situé au niveau de cette bande noire. Et donc on a mesuré des signaux acoustiques pour un total de 159 fruits. On a fait 10 mesures par fruit, ce qui représentait un total de 1590 signaux, donc de 2 semaines à 4 mois après récolte. Et pour ces fruits, on a noté, après acquisition des sons, la présence ou non de brunissement. Et donc ces données acoustiques, il s'agissait de données fréquentielles. Hein, il s'agissait de 4097 fréquences. Donc tout d'abord, on a, afin de comparer hein, les signaux, on a tout d'abord normalisé nos signaux. Et ce que l'on savait au départ, c'est qu'on avait affaire à un jeu de données très déséquilibré, étant donné que dans les données qu'on avait, on avait seulement 20% des fruits bruns. Pour remédier à cela, on a utilisé donc des méthodes d'augmentation de données hein, basées sur des réseaux génératifs antagonistes, hein, donc des GAN, afin donc d'être capable de générer des signaux synthétiques et de les rajouter à notre jeu de données afin d'équilibrer nos données. Donc on a développé un CGAN qui permettait de générer des signaux acoustiques synthétiques qui soient bruns ou non bruns. Et donc ces GAN, hein, c'est le petit c, il s'agit de conditional, étant donné qu'on prenait en compte au départ donc des abeilles de classe, c'est-à-dire la présence ou non de brunissement. C'est ce qu'on voit ici hein, sur la partie de droite, hein, c'est l'apprentissage du modèle. Ce qu'on voit bien, c'est qu'au bout de certaines itérations, il est capable donc il a appris des données qu'on lui a données de départ. On était capable de générer ces signaux synthétiques. Et on a donc utilisé ces données synthétiques pour augmenter nos données réelles. Donc on a utilisé 800 signaux synthétiques qu'on a sélectionnés de manière aléatoire dans notre jeu de données, qui étaient annotés comme bruns, pour augmenter notre jeu de données. Donc on avait 4 jeux de données, hein, finalement, et les données brutes, nos données normalisées de départ, les données purement synthétiques, et donc les données augmentées, qui présentaient une proportion équilibrée de signaux synthétiques et de signaux bruns. Et donc on a utilisé des méthodes d'apprentissage supervisées, notamment on a sélectionné 4 classifieurs pour évaluer la capacité à détecter des signaux bruns ou non bruns. Donc je vous présente ici un des classifieurs, un qui représentait les meilleurs
meilleurs résultats, même s'ils étaient assez similaires. Ce qu'on peut voir tout d'abord ici, hein, donc avec les deux résultats pour les données brutes et normalisées, on avait tout d'abord dès le départ une bonne précision dans la discrimination des signaux, hein, avec des valeurs de précision et de F1 score qui étaient relativement bonnes. Et ce qui était vraiment encourageant ici, c'est que l'amélioration des scores en utilisant la data augmentation nous ferait dire qu'en tout cas, le fait d'augmenter le jeu de données réel au départ, notamment l'acquisition de signaux bruns, devrait renforcer les performances de ces modèles afin de discriminer les fruits bruns et non bruns. Et donc, ces méthodes d'analyse, elles présentent des réelles applications, hein, en industrie, notamment dans la détection des fruits bruns. Donc, l'ensemble de ces résultats que je vous ai présentés aujourd'hui ont été publiés déjà dans 2 articles de recherche. 2 autres sont en cours. Et d'un point de vue entreprise, donc elle présente des applications concrètes. Étant donné que là, je vous ai représenté la distribution qu'on avait au départ, donc avec les QTL qu'on a identifiés, notamment sur le groupe de liaison 16, on est capable de discriminer aujourd'hui, donc avec des l'aide de marqueurs CASP, les individus donc là, qui sont colorés, qui présentent une coloration faible, de ceux qui vont présenter une coloration forte, voire très forte. Et on a aussi développé des marqueurs associés au QT qu'on avait identifié sur le groupe de liaison 10 comme associés au brunissement. Donc on va pouvoir combiner l'ensemble de ces marqueurs afin de sélectionner des fruits à intensité de coloration foncée et qui ont une certaine tolérance au brunissement. Donc en termes de perspective, hein, il existe d'autres déterminés génétiques associés à la chair rouge, on le sait. Donc j'en ai parlé un peu dans ma thèse, mais donc il existe un autre type phénotypique de chair rouge qui est lié à un autre gène majeur, qui reste encore à étudier, étant donné qu'on observe aussi pour ces types de chair rouge des variations en intensité et en distribution de pigmentation. Et aussi, au sein des types 1, il y a encore des choses à faire, étant donné qu'on sait que certains déterminismes sont distincts. Comme on peut voir ici, hein, donc il y a certains fruits vont avoir il va seulement y avoir le fruit, donc le vrai fruit, hein, qui va être coloré, et d'autres qui vont présenter des colorations comme ça, dépendantes des tissus. Donc il y a encore plein de choses à faire sur ce type phénotypique. Donc, dans les continuités directes de ma thèse, un projet qui va se baser en partie sur certains résultats que j'ai obtenus durant ma thèse va bientôt débuter. Donc, il y aura pour but de combiner les approches acoustiques que je vous ai présentées avec des approches d'analyse d'image, enfin, d'image par IRM ainsi que d'histologie. Et aussi, donc moi, je vous ai parlé que de facteurs génétiques, mais on sait que certaines pommes à chair rouge l'intensité de pigmentation est aussi liée aux facteurs environnementaux. Ça fait l'objet d'une thèse qui est en cours dans notre équipe, thèse d'Héloïse. Et voilà, je tenais à remercier tous les gens de Valema, tous mes collègues de Valema, de IFO, aussi toutes les personnes avec qui j'ai collaboré donc, au sein d'IRHS. Puis merci à vous de m'avoir écouté. Merci beaucoup.